Gilles Demestre, vous faites plein de choses, hein, réalisateur, journaliste, sur plein de sujets, reporter, etc. Mais bon, aujourd'hui, vous êtes là surtout en tant que réalisateur avec des films formidables sur les animaux. On vous a connu avec Mia et le lion blanc. Mais là, vous avez sorti récemment Le loup et le lion. Sur l'histoire d'une amitié improbable, puisque normalement un loup et un lion, ils habitent pas dans les mêmes endroits, donc ils sont pas censés se rencontrer. Donc ce que je vous propose, avant qu'on parle et que vous nous racontiez cette belle histoire, c'est qu'on regarde déjà la bande-annonce de ce film, en version française, pas de problème. Donc on va regarder votre bande-annonce. On verra un extrait là tout à l'heure aussi, qui est très sympa. Mais avec la bande-annonce déjà, voilà. Nos condoléances pour votre grand-père. J'avais plus que lui. Ton grand-père ne faisait jamais rien comme tout le monde. Je me suis fait une nouvelle copine. C'est une louve. Elle vient souvent me voir. Qu'est-ce que tu fais? N'aie pas peur. T'as eu un bébé? Agent Simpson et Richardson. Il s'est passé quelque chose d'irréel. Cet avion qui s'est écrasé, c'est terrible. L'avion transportait un lionceau destiné à un cirque, on doit le retrouver. Joe, tu vas jamais le croire. Viens voir. Il y a un louveteau, un lionceau et... Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une copine de grand-père. Quoi? Ils sont inséparables. La louve est pas revenue. Je vais devoir m'occuper d'eux. Vous n'avez aucun droit sur ces bêtes. Rendez-moi mon lion. Je vous promets qu'il vous arrivera rien. Comment tu t'en occuperas quand ils seront adultes? Je dois les protéger. Ils s'adorent. Je vais récupérer mon lion d'une manière ou d'une autre. Stop! I'll find a way home. Find a way home. Alors voilà, on a vu, avant de regarder l'extrait tout à l'heure, déjà, racontez-nous en quelques minutes, sans spolier, comme on dit, le film, pour qu'on ait encore envie d'aller le voir. Mais en gros, c'est cette histoire que vous voulez raconter, qui est au fond assez militante, l'air de rien. C'est une belle histoire, mais il y a chez vous un fond aussi de militantisme, même si le mot n'est peut-être pas le bon pour le bien-être animal. Déjà, bonjour à tout le monde. Je suis ravi d'être là. Bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que je pense qu'on la comprend à peu près avec la bande-annonce. Mais donc, oui, c'est vrai qu'il y a évidemment un engagement aux côtés de la nature, évidemment de l'écologie, de la faune sauvage, de sa protection à travers les films qu'on fait avec ma femme, puisque Prune, ma femme, écrit les scénarios, évidemment on fait tout ce travail aussi autour de nos enfants, parce qu'on a 6 enfants, et que donc on essaie de leur passer le message. Et donc 6 enfants, mais ça augmente à chaque fois, je crois que vous en aviez 4, moi. Bah, ouais, 6, d'accord. Non, mais bravo. Ça augmente à chaque fois. On s'est pas vu depuis 2 ans, c'est ça? Non, ça fait 5 ans que j'en ai 6. D'accord. Bravo, en tout cas. Et donc, bon, l'idée, évidemment, c'est de passer ce genre de message, non pas à un public averti et très spécialisé, mais plutôt d'essayer de raconter des contes et des histoires pour la famille, pour un public très large. Nos films, bon là, vous avez vu la version en français, mais ils sont en anglais. Ils parcourent le monde, ils font beaucoup d'entrées un peu partout aux 4 coins de la planète, aussi bien chez une famille chinoise qu'une famille colombienne ou italienne. Et donc, on essaye à travers ça, évidemment, de défendre les espèces en voie de disparition. Le loup et le lion sont dangereusement menacés. Mia et le lion blanc, le film d'avant, c'était sur la chasse au lion. Voilà, là, c'est plutôt autour de l'utilisation des animaux pour la distraction des humains, puisqu'on en parlait il y a quelque temps avec les taureaux. Là, c'est les cirques. Bon, ça s'élargit évidemment aux zoos, aux spectacles qu'on peut faire avec les animaux, etc. Voilà, donc on est dans cette dynamique d'essayer de partager ces messages avec le plus grand nombre possible de gens qui n'ont pas forcément ces problématiques dans leur tête et qui, peut-être à travers ce genre de films, évidemment, qui sont des films familiaux,
peuvent peut-être tout d'un coup avoir envie de défendre notre planète extraordinaire, nos animaux merveilleux. Donc on essaie par le positif, par la beauté, par les histoires comme ça un peu fantastiques, d'essayer d'éveiller modestement. Alors, on vous voit en photo justement avec le soigneur. Donc, avant de regarder l'extrait, vous allez nous parler du tournage qui est incroyable, ce tournage, parce que donc vous êtes là pour, en effet, nous sensibiliser à la cause animale et là donner un message sur le cirque. D'ailleurs, on va avoir André-Joseph Bouglione avec lequel vous pourrez parler, qui est aussi un grand militant du cirque sans animaux sauvages. Mais certains pourraient vous dire, ah bah oui, mais enfin, il utilise des animaux pour le plaisir des gens, puisque c'est pour faire des films, etc. Mais là aussi, vous avez une véritable éthique vis-à-vis de vos acteurs, si je puis dire. Et ça commence, là, sur cette photo, on le voit, avec un soigneur et avec des bébés. Comment ça se passe ? Évidemment, on est dans une contradiction, évidemment, puisque nous, on se bat contre quelque chose qu'on utilise d'une certaine manière. Oui, mais tout dépend comment on le fait. Non, mais c'est voilà. pareil. Mais bon, c'est vrai qu'à la base, tout le monde peut se dire ça. Voilà. Il est bien sympa, mais il profite bien des animaux pour faire ses films. Bon, ce que quelques personnes disent. Évidemment, oui. Dans le fond, on est aussi dans cette dynamique, sauf que, évidemment, nous, on a quelques règles qui nous paraissent être déjà aujourd'hui suffisantes pour essayer d'avancer et suffisamment fortes pour que ça vaille la peine de passer ces messages à beaucoup de gens. Évidemment, il va arriver un moment où on n'utilisera plus les animaux, on ne pourra plus les utiliser parce que ils seront dans la nature et j'espère avec des espaces suffisants pour qu'on puisse les voir dans la nature et non plus dans nos zoos, dans nos cirques ou dans nos films. C'est-à-dire qu'alors là, je vous coupe et puis on reprendra après. C'est-à-dire que vous pensez qu'on va voir les hologrammes du cirque tout à l'heure qui sont extrêmement bluffantes. C'est très impressionnant. Vous pensez qu'un jour, dans le cinéma, il n'y aura plus d'animaux et on n'utilisera plus que des hologrammes ou des robots ? Je suis un des rares encore à les utiliser. On est très peu. Les Américains, maintenant, le font complètement en effets spéciaux. Mais ça reste quand même, ça fait encore faux. Oui, c'est clair. Donc c'est encore très compliqué. C'est aussi pour ça que je le fais en vrai. C'est que c'est quasiment impossible d'avoir un loup et un lion ensemble et que c'est l'air d'être réel et qu'on puisse avoir cette émotion finalement de ce qu'ils partagent ensemble. D'accord. D'accord. Alors pour reprendre sur votre démarche éthique, donc déjà vous démarrez avec des petits. Ça veut dire que c'est déjà des animaux que vous sauvez, entre guillemets, finalement. Oui, alors donc ça, c'est le principe, c'est qu'effectivement, on ne prélève pas d'animaux dans la nature, jamais. On récupère souvent des animaux qui sont très maltraités, qui viennent d'élevage. Bon, je pense que ici, les gens savent qu'il y a énormément d'élevages à travers le monde qui font du commerce des animaux sauvages, que ça rapporte beaucoup d'argent, que ces animaux sont très maltraités, sont généralement retirés à leur maman au bout de 2-3 jours. Les mamans sont élevées, enfin, elles font beaucoup de bébés, elles en font quasiment tout le temps, enfin, donc c'est pour ça qu'on leur retire leur bébé. Enfin bon, ce sont des conditions dramatiques. D'ailleurs, le trafic des animaux est le sujet de notre prochain film. Et donc, on essaie de récupérer des animaux de ces élevages qui, après, destinent ces animaux... soit au mieux à un zoo ou à un parc, ou au pire à la chasse, ou pour les Chinois, puisqu'on sait qu'on élève énormément de lions, par exemple, parce que leurs os seraient soi-disant aphrodisiaques pour les Chinois. Ce sont des lions qui sont affamés, qui sont envoyés, les carcasses de lions sont envoyées par centaines en Chine. Il y a énormément de choses comme ça. On récupère ces animaux-là, on les utilise évidemment sur des tournages. Bon, là, le loup et le lion, c'est 2 ans de tournage, puisqu'on fait tout en vrai. C'est toujours le même loup, le même lion qui interagissent, qui créent cette vraie relation. Mettez bien votre micro. Oui, pardon, qui créent cette vraie relation et qui ont... Donc c'est... Alors, c'est toujours le même loup et le même lion, mais vous avez plusieurs acteurs, on m'a expliqué, pour ne pas les fatiguer. Et ils sont plusieurs. Non, alors ça, c'est... Non, alors on y reviendra peut-être après, je finis juste sur l'utilisation des animaux. Mais non, c'est toujours les mêmes, même s'il y a plusieurs, mais... En fait, il n'y en a que 2 qui démarrent le film et qui font tout le film. Ce sont ceux qui sont, disons, le plus à l'aise. Les meilleurs acteurs. Les meilleurs acteurs. Et donc, après, tout le tournage, le processus du tournage, on en parlera peut-être, mais évidemment, on est dans un grand respect des animaux, c'est-à-dire tout s'adapte à eux et non pas le contraire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dressage, on ne les dresse pas. Tout est fait par le jeu, par la nourriture.
et évidemment par la relation que les quelques humains qui les approchent créent avec eux. Après, tout le gros de l'équipe ne les approche pas, ne joue pas avec eux. Enfin, il y a pas de, ils ne sont pas considérés comme des petits jouets, mais plutôt comme nos stars, et donc ils sont très, très protégés, très respectés. Le scénario qu'on a pensé avec Prune s'adapte aussi à la réalité de ce qu'est la personnalité de ces animaux, ce qu'on ne peut pas savoir à l'avance, puisque bon, vous en avez discuté longuement avant que j'arrive, mais chaque animal a sa propre personnalité et est différent d'un autre. Et donc on a fait 16 versions, par exemple, du scénario pendant tout le tournage pour s'adapter à ce qu'étaient ces deux animaux. Et puis évidemment derrière, on crée une fondation comme on a fait sur Mia et le lion blanc, où on a créé une fondation et les lions sont restés en Afrique du Sud dans un sanctuaire où ils ont été protégés. La même chose pour le loup et le lion, et donc ils se retrouvent. Eux, ils n'ont pas été séparés, ils sont restés ensemble et ils sont protégés tout le reste de leur vie, et donc ils ne seront jamais exploités. Voilà, donc ça c'est un peu le processus qu'on a. Mais qui évidemment s'arrêtera le jour où il n'y aura plus d'animaux d'élevage, etc. Bon, c'est pas demain, mais... Malheureusement, oui. Malheureusement, mais voilà. Et alors, quand vous dites que vous avez fait 16 scénarios différents, scénarii, on dit d'ailleurs, je fais une quand erreur, on est là. puriste. Oui, pardon, 16 scénarios différents. C'est parce qu'en effet, il faut s'adapter à la psychologie de chaque animal. Et là, on a vu une photo où on voit le lion et le loup qui sont... Alors, on la voit cette photo, ils sont en train de marcher le long de l'eau. Et en fait, votre lion ne voulait pas aller dans l'eau, il avait peur de l'eau. Ce qui paraît assez logique d'ailleurs, en général. Les non, parce que les lions, généralement, adorent l'eau. Ah d'accord, hein, ouais. d'accord. Bon, adorent. Ouais. En tout ils cas, aiment bien, ils vont bien dans l'eau sans problème. Enfin, donc lui, il supportait pas. Et lui ne supportait pas l'eau. Donc évidemment, dans notre scénario, tout se passe autour sur une île, évidemment. Donc il y avait beaucoup de scènes dans l'eau. Et donc, on a été obligé de changer les scénarios par rapport à ça, par exemple. Donc, on a fait 3 fins différentes à cause de ça. Mais bon, plein d'autres choses se sont passées de la même façon. On est très à l'écoute. Généralement, quand on fait du cinéma, on a un scénario, on essaie de contraindre tout. Enfin, contraindre, c'est peut-être pas le bon mot, mais de tout créer pour que ça corresponde au scénario, les décors, les acteurs, on les fait jouer, les personnages comme on les a rêvés, la couleur des sièges, enfin, bon, tout est contrôlé. L'originalité de ces films, c'est que c'est exactement le contraire qui se passe. Ouais. C'est-à-dire que finalement, rien ne peut se contrôler, et chaque jour est une nouvelle aventure, et des choses se passent différemment, puisque les animaux... avec leur personnalité, leur sensibilité, leur bonne humeur ou pas suivant les jours. Il y a des jours où on ne tourne pas parce que les animaux n'ont pas envie. Des jours où en 5 minutes on fait plein de trucs. C'est très passionnant, et donc c'est pour ça que c'était intéressant d'entendre Jessica avant, puisque effectivement ça conforte le fait que moi j'ai toujours la sensation que finalement au fond ils comprennent quelque chose, enfin, ils comprennent ce qu'on fait. Alors évidemment peut-être pas comme nous on l'entend, mais ils sont là, ils ont l'air d'être contents d'arriver sur le plateau, ils sont en liberté finalement, et nous on est tous en cage, puisque évidemment là vous voyez, là ils sont encore petits sur cette photo, mais à la fin on a quand même un lion adulte, et donc pour interagir avec un lion adulte, il faut le connaître bien, sinon c'est pas possible, il vous tue en quelques secondes. Donc évidemment, une grosse partie de l'équipe est dans des cages, et eux, ils sont en liberté. Donc c'est assez amusant de voir ça. Sur Mia et le lion blanc, on avait cette petite fille de 13-14 ans, ce lion de 100 kilos qui était adulte, comme ça, au milieu de la savane, en liberté, et les 50 personnes de l'équipe étaient dans des petites cages. Alors, je suppose que là, avec tout ce que vous nous dites, il y a dû y avoir des instants incroyables. En fait, vous êtes à vue, quoi, en fait, en permanence. Vous pilotez à vue. Je voudrais qu'on regarde un extrait. Il y a eu plusieurs extraits, mais il y a un extrait où on voit beaucoup les animaux, l'extrait de la cabane, et que vous puissiez nous le commenter sur ce que ça représente pour vous au niveau du tournage. Puis comme ça aidera nos amis déficients visuels pour qu'ils comprennent un peu ce qui se passe. Où il y a plein de scènes avec ces petits. Voilà, donc là, l'héroïne rentre chez elle et ils sont en train de jouer. Bon voilà, effectivement, comme je disais tout à l'heure, évidemment, toutes ces scènes-là ne sont pas truquées. Donc vous avez le petit loup, le petit lion, évidemment, qui ont été installés ensemble avec donc... en fait, il y avait 4 loups et 2 lions qui ont créé une famille. Ouais. C'est seulement ces 2-là qui ont joué dans le film, Walter et Paddington. Walter, c'est le lion, et Paddington, c'est le loup.
Ils sont totalement craquants, hein, quand même. Ils se sont adorés tout de suite, les deux. À tel point que ça, bon, il faudrait aussi demander peut-être à Jessica, c'est intéressant. Ils ont commencé à apprendre des choses l'un de l'autre et finalement à changer un peu leurs habitudes. C'est-à-dire que le lion, par exemple, s'est mis à creuser des terriers comme les loups, puisqu'il voyait les loups faire des trous et rentrer dedans, ce que font jamais les lions, par exemple. Le loup, lui, il s'est mis à faire comme les chats, à taper les petites feuilles et les arbres, les petites branches d'arbres avec sa patte. Enfin bon, c'était assez amusant de voir comment ils apprenaient l'un de l'autre. Et puis ils sont très vite devenus inséparables. Quand on tournait, il y avait des scènes où on tournait juste le loup ou juste le lion, et il fallait que l'autre soit là, sinon l'autre n'était pas heureux. Et au milieu de chaque prise, il allait voir son copain, il revenait. Donc c'est un processus qui est assez passionnant, évidemment, puisque nous, on avait fait ce pari. Bon, pour revenir un peu à l'origine, effectivement, comme on fait des films autour des animaux, on est évidemment très passionné par ça. Prune, qui écrit les scénarios, donc ma femme, lit beaucoup d'ouvrages, regarde beaucoup de documentaires, se passionne évidemment pour toutes les espèces, tout ce qu'ils sont capables de faire, l'intelligence animale, etc. Donc évidemment, quand on va sur Internet et qu'on va sur YouTube, par exemple, et qu'on commence à regarder les relations interespèces, on voit des choses absolument extraordinaires, entre des chats qui donnent à boire à des petits bébés canetons, des tigres qui deviennent amis avec des chèvres. Enfin bon, et donc effectivement, ça nous a tellement fascinés qu'on s'est dit tiens, pourquoi pas essayer de raconter cette histoire, parce que d'abord c'est une belle allégorie sur une famille, c'est de l'amour, hein, c'est pas de la génétique, et que donc les pires ennemis... sur la différence aussi. Voilà, sur les différences, etc. Les pires ennemis peuvent devenir frères. Il suffit de se connaître et d'apprendre à se connaître. Et plutôt que de faire une histoire humaine un peu intello ou un film un peu d'auteur, on s'est dit que ça pouvait partager cette idée-là à travers un conte. Donc ça marchait bien. Bon, ces deux espèces, effectivement, aussi en voie de disparition, donc on avait envie d'en parler, et donc raconter qu'ils puissent devenir frères était pour nous une belle histoire. D'autant plus que c'était un pari, on ne savait pas si ça allait marcher, évidemment. Alors, d'autant plus que votre histoire, elle est super parce qu'elle est réelle. Moi, j'ai diffusé là sur notre newsletter une vidéo de zapping sauvage qui est tournée dans un refuge américain où il y a un ours, un lion et un tigre qui sont copains. Et c'est très drôle parce que c'est un peu l'illustration de votre film. Ils ont eu beaucoup de malheur, ils se sont retrouvés ensemble et ils sont inséparables. Et là, c'est pareil, c'est quand même 3 prédateurs. Et c'est assez rigolo parce qu'il y a des choses qu'on ne voit peut-être pas dans votre film, où il y a des rapports de force. Et à un moment, il y a un jeu où c'est quand même le tigre qui domine. L'ours part genre, ok, t'as gagné. Et la personne, la directrice explique que c'est comme des frères. Ils se tapent dessus aussi comme des frères, quoi. Donc c'est assez rigolo. Et alors, pour revenir sur votre tournage, donc en fait, vous les avez fait vivre ensemble. En fait, ils ont été presque élevés ensemble, ces 2 petits. Vous les avez eus à quel âge ? Ils sont arrivés, ils avaient 5 semaines. Et donc, ils ont été ensemble tout de suite. Et puis, ils ont vécu 24 sur 24. Ils mangeaient ensemble, ils dormaient ensemble. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que la relation, elle est devenue très rapidement très forte. Voilà. Et avec un soigneur ou 2 soigneurs, un soigneur spécialisé, il y avait toute une équipe, Andrew Simpson, donc, qui est un coordinateur, comme on dit, un coordinateur animalier du cinéma, avait une équipe de 6 ou 7 personnes autour de lui, parce qu'il fallait quand même gérer tout ça, c'était pas simple. On a tourné pendant 2 ans, en plus avec le Covid. Enfin bon, donc on a quand même multiplié les complications. Et donc tous ces gens-là, évidemment, tournaient pour s'occuper de 24 sur 24 de ces animaux. Et sur le plateau aussi, on avait évidemment des mesures de sécurité extrêmement draconiennes, parce que, évidemment, tourner avec un lion adulte au milieu du Canada, qui est quand même un endroit où il peut y avoir un enfant qui passe en vélo dans la forêt à côté de notre tournage. Donc vraiment, tout était très... Donc il y avait quand même du monde pour ça. Évidemment, à l'image, on voit tout ça, mais autour, on était très, très protégés. C'est des tournages extrêmement compliqués à faire. Alors, compliqué, mais donc je suppose que, comme vous dites qu'il y a un peu de l'improvisation obligatoire, vous avez dû avoir quelques moments de grâce. Je suppose que là, vous avez dû avoir des moments incroyables. Vous m'avez raconté un moment où ils se sont tous mis à jouer. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ?
Bon, généralement, effectivement, tout ça, c'est souvent 99% de cauchemars. Mais non, mais non. Mais bon, moi, ça me plaît. Hein, donc, moi, je m'amuse, je suis le premier spectateur, je suis derrière ma caméra et je vois tout ça se dérouler devant moi. Et c'est vrai que c'est plein de surprises, plein d'inattendus. Donc, effectivement, par moments, il y a des moments de grâce. Et c'est vrai que... c'est vrai que ça a été un tel rêve. Bon, c'est 4 ou 5 ans de travail, hein, de l'idée jusqu'à l'aboutissement du film. Donc, on rêve ces choses-là, on en parle pendant des mois et des mois, on écrit le scénario, on se dit est-ce que ça va marcher, le loup, les lions, enfin bon, est-ce qu'ils vont être vraiment amis ou pas, enfin, donc tout repose là-dessus et on se lance dans une grande aventure qui en plus coûte beaucoup d'argent. Et effectivement, quand tout d'un coup, on voit un loup adulte et un lion adulte qui... Bon, au moment où on faisait une scène qui n'avait pas de rapport, ils se sont mis à jouer ensemble, à se faire des câlins, et nous on était là avec la caméra, et toute l'équipe était quand même subjuguée de voir cette amitié en vrai, parce que on les voit quand ils sont gros et qu'ils sont puissants. Bon, le lion est beaucoup plus gros, ils se sautent dessus, ils se font des câlins, ils se mordillent, enfin comme jouent les animaux, et on se dit c'est incroyable. Et en fait, ils le font en vrai, ils sont vraiment amis, ils se font pas mal, ils jouent, ils sont tellement tendres que c'est un moment d'émotion incroyable et c'est l'aboutissement. Donc ça, effectivement, tout d'un coup, ça devient une scène qu'ils improvisent. Nous, on lance la caméra, on laisse tourner tout ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, et ils jouent devant nous comme deux copains, comme deux frères. Et bon, c'est dans le film, évidemment, maintenant, mais c'était pas prévu. Et voilà, ça, c'est les moments de grâce. Il y en a quelques-uns, effectivement, comme il y avait des moments de grâce entre cette petite fille et ce lion en Afrique du Sud, quand j'ai fait Mia et le lion blanc, puisqu'ils avaient créé une relation... Bon, c'est aussi passionnant, hein. Pendant 3 ans, cette petite fille qui a grandi entre 11 ans et 14 ans, et ce lion qui a grandi entre le tout petit bébé d'un mois jusqu'au lion adulte de 3 ans, ils se voyaient tous les jours, ils avaient vraiment créé quelque chose de très très fort entre eux, et ils arrivaient donc à être devant cette caméra ensemble, sans trucage et sans danger, avec que des câlins et que du bonheur, alors que ce lion, évidemment... aurait dû être à ce moment-là tué par un chasseur quelque part en Afrique du Sud. Donc bon, voilà, c'est vraiment... Et en tout cas, votre pari est réussi parce que votre lion et votre loup sont devenus réellement amis et du coup, maintenant, ils vivent ensemble. Oui, alors au départ, on devait les séparer, puisque dans le principe de ce que je disais Après au début, oui, après le film, on devait les séparer, puisqu'on devait envoyer les lions sont nés au Canada. Hein. C'était des lions canadiens, hein, dans un élevage, comme je vous expliquais au début, un peu, voilà, des élevages un peu border. Les fameux élevages de bord de route, là. Oui, qui vendent à des cirques, voilà, à des chasseurs. Enfin bon, tout ça, pour des photos quand ils sont petits, etc. Enfin, toutes les fameuses choses qu'on a vues avec le documentaire sur Netflix là, sur les tigres. Oui, exactement, c'est exactement ce principe-là. Terrible. Il y a des énormes marchés partout en Amérique du Nord, partout dans le monde. Hein. Ça va jusqu'à aller à Dubaï ou dans les Émirats pour devenir des animaux de compagnie. Hein. On voit beaucoup de choses sur Internet de ces animaux. Puis tout d'un coup, après, ils sont abattus parce qu'ils deviennent trop dangereux, évidemment. Donc je ne sais plus. Qu'est-ce que en fait, je me demandais qu'en fait, finalement, ils vont continuer à vivre ensemble. Voilà, et on devait les envoyer en fait dans un refuge en Afrique du Sud. C'est un monsieur génial qui recueille des animaux, puisqu'il y a beaucoup de cirques qui ferment maintenant un peu partout dans le monde, des zoos aussi qui ferment, puisque maintenant c'est de plus en plus compliqué quand même de garder des animaux dans des cages. Et donc généralement, les zoos ou les cirques euthanasient les animaux, parce que qu'est-ce qu'on peut en faire? Rien. Et donc, ce monsieur récupère ces animaux pour leur donner une retraite en Afrique du Sud, dans un grand endroit où il fait des grands enclos et les animaux vivent tranquillement là. Il a une fondation, c'est financé par des dons. Et donc, on devait, nous, envoyer les 2 lions du film là-bas. Aussi parce que Andrew, le coordinateur animalier, lui, il est très spécialiste des loups. Et il disait, je ne veux pas garder les lions, je ne connais pas, etc. Et puis lui d'abord est tombé amoureux des lions, ce que je lui avais dit, je lui ai dit, tu vas voir, tu vas tomber amoureux d'eux. Et puis surtout, quand il a vu la relation entre les loups et les lions si forte, il est venu me voir au bout de quelques mois de tournage, il me dit, écoute Gilles, je sens
on peut pas les séparer, c'est impossible, c'est horrible. Et donc, je voudrais qu'on les garde ensemble. Et donc, il a construit un endroit chez lui pour ça. Et même une maison chauffée pour les lions. Et donc, il les a gardés ensemble, voilà, parce qu'on s'est dit que c'était... De toute façon, ils étaient adaptés au Canada, hein, les lions, mais que c'était beaucoup plus important de les garder ensemble plutôt que de les séparer. Et il y a toujours dans les réactions et sans doute les moments de grâce ou les moments compliqués, c'est les rapports avec les comédiens, parce que bon, on le voit, ils sont très à l'aise, etc. Moi, je suppose que pour une comédienne, tourner avec un loup et un lion, c'est peut-être pas évident tous les jours. Elle n'est pas spécialisée là-dedans, elle. Donc, ça s'est bien passé. C'était pas trop compliqué quand même le rapport entre les acteurs humains et les acteurs animaux. On met beaucoup de choses évidemment sur les prédateurs. On met beaucoup de peur, d'a priori. Le loup, on a tous les contes qui disent que le loup mange les hommes. Le lion, c'est un tueur, évidemment. Et c'est sûr que si on tombe sur un loup, un lion, généralement dans la nature, je pense qu'il y a peu de chances qu'il vous attaque, il va plutôt s'enfuir. Donc ça, c'est la première chose. Et que généralement, les lions qui tuent des gens, d'ailleurs souvent en Afrique du Sud, ce sont des lions qui se sont échappés d'endroits où ils sont en relation avec les humains. Parce que là, effectivement, ils comprennent que... Qu'ils sont en danger. Non, mais ils comprennent surtout que l'humain est une proie plus facile qu'une antilope. Évidemment, on court moins vite. Et donc, c'est généralement ces lions-là qui attaquent. Mais évidemment, le pendant de ça, c'est qu'à partir du moment où on crée une relation avec ces animaux-là, ça peut arriver spontanément, d'ailleurs, dans la nature. Moi, j'avais fait une série de docs sur des enfants qui spontanément étaient devenus amis avec des prédateurs ou des animaux dangereux aux quatre coins du monde. Et c'est très incroyable de voir, effectivement, quand on recueille une petite hyène ou un petit lion ou un tigre qui a perdu sa mère, etc., et que les enfants les élèvent, généralement, ils créent quelque chose d'assez fort et qui fait qu'il n'y a plus d'attaque, quoi. Disons que l'amour devient la meilleure des protections. Donc c'est le même principe évidemment avec les acteurs et les actrices, c'est de créer une relation au jour le jour, une routine avec les animaux, et à partir du moment où cette relation se crée, il y a plus de danger. Alors les seules choses qu'il peut y avoir évidemment, c'est qu'un animal soit de mauvais humeur un jour et puisse avoir comme je disais tout à l'heure, un signal ne soit pas compris sur le chat, par exemple, et qui donne un coup de patte, etc. Bon, c'est la même chose. Donc ça, c'est là où, effectivement, des Andrew ou des Kevin Richardson, avec qui j'ai travaillé sur Mia et le lion blanc, sont utiles parce qu'eux, ils détectent ça avant. Ils détectent les signaux. Voilà, et donc ils disent, bon, aujourd'hui, on ne tourne pas parce qu'il est ci, il est ça, ce qui est comme n'importe qui. Nous, on arrive à se contrôler parce qu'on est des humains, mais généralement, les animaux sont directs et cachent. Et quand on a une petite fille en face, effectivement, il faut mieux éviter parce que même s'il peut donner un avertissement, cet avertissement, quand même, avec toute la puissance que peut avoir un gros animal, peut vite dégénérer. Donc, on crée cette relation au jour le jour, ce qui a été le cas de Molly Kunz, qui a joué le rôle de Alma dans Le Loup et le Lion, qui a passé beaucoup de temps avec les animaux, à essayer de créer ce lien qui se fait quasi automatiquement. Alors, c'est plus ou moins suivant les animaux. Donc, il y a différents caractères, évidemment, qui s'adaptent plus ou moins aux humains. C'est aussi pour ça qu'on en a deux. Et généralement, quand on en a deux, il y en a toujours au moins un des deux qui, effectivement, est beaucoup plus calme, beaucoup plus doux. Ça rentre dans ce processus-là. Voilà, qui n'est pas naturel, évidemment, qui est induit par par le fait qu'ils sont nés en captivité et qu'ils sont déjà dans le monde des humains à leur naissance, mais qui est quelque chose d'assez fort et d'assez magique, quoi. Magique, oui. Alors, puisqu'on parle justement de leur personnalité, évidemment, nous, on s'intéresse beaucoup aux intelligences, alors aux intelligences au sens très large du terme, leur façon de s'adapter, leur façon d'être. Donc là, c'était intéressant parce que déjà, ils se sont adaptés aux humains, enfin au tournage en tout cas, même s'ils connaissaient les humains, et puis ils sont adaptés à un autre prédateur différent. Qu'est-ce que vous en sortez de toute cette expérience sur justement les intelligences entre le loup, qu'on considère comme hyper intelligent, nous, a priori, le lion qu'on connaît moins bien, c'est plus compliqué. Qu'est-ce que vous en sortez de leur faculté, comme ça, de leur talent, après ces années avec eux?
Moi, je suis pas du tout un spécialiste, donc Non, mais justement, en Non, tant que voilà, réalisateur, donc c'est intéressant, parce Donc que vous avez je vécu plaque un peut-être truc... des choses qui sont un peu Mais anthropomorphiques c'est intéressant sur quand les même. animaux, mais bon, du temps que j'ai passé sur des plateaux avec eux, j'ai passé quand même maintenant 5 années. Mais oui, plus les donc c'est quand même une documentaires, etc., sacrée que j'ai fait. expérience. Donc c'est une dizaine d'années, disons, avec des animaux sur des, voilà, aussi bien en liberté que dans des parcs ou sur les tournages. C'est qu'effectivement, il y a quand même, j'ai la sensation qu'il y a une compréhension, il y a une volonté de cette communication avec les humains. Bon, le meilleur exemple que j'ai évidemment eu, et que c'est quelqu'un d'extraordinaire, peut-être que vous le connaissez, c'est Kevin Richardson, parce qu'il a vraiment bouleversé ces relations qu'on pouvait avoir avec les lions, et cette capacité à... Bon, alors évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, il a un sanctuaire en Afrique du Sud où il recueille des lions qui sortent de ses fermes de chasse ou qui viennent de zoos ou de cirques qui ferment ou d'animaux de trafic, etc. Et donc, il récupère beaucoup de ces animaux, et souvent d'ailleurs assez petits. Et donc, il interagit avec eux en permanence. Et donc, il a dû élever, je pense, une quarantaine ou une cinquantaine de lions avec qui il a créé des amitiés très fortes. Et donc, à son contact, j'ai bien vu à quel point, d'abord, il y a des personnalités différentes et que c'est comme les humains. C'est-à-dire qu'avec chaque lion, il a une relation différente, plus ou moins forte, plus ou moins sympathique. Il y en a qui le tolèrent, avec qui il va les voir. Et bon, ce sont des relations normales, disons mondaines. Il y en a d'autres avec qui c'est des relations d'amour totales, avec qui il peut faire... Enfin, il dort avec eux, il dort avec eux, il vit avec eux. Enfin, c'est incroyable. Il peut être, je veux dire, au milieu d'une dizaine de lions qui sont comment on dit, une pride en français, pardon, je suis désolé, un clan, pardon, un clan de lions, et il se met au milieu d'eux, et voilà, il fait partie du clan, quoi. Et donc, ça montre quand même qu'ils ont cette volonté de communication, et que donc il y a une compréhension, il y a une acceptation des humains aussi dans leur monde. Alors lui, c'est un peu un ambassadeur, il va très très loin aussi dans le courage, parce qu'il faut quand même passer les étapes pour recréer cette relation, et la peur est toujours très mauvaise conseillère avec ce genre d'animaux. Donc il a transmis ça à la petite fille, et donc j'ai bien vu à quel point ce mécanisme n'était pas quelque chose d'unilatéral, que c'était quelque chose qui était partagé, et qu'il y avait un plaisir aussi du côté de l'animal à retrouver l'humain, à communiquer, à faire des choses, évidemment à se câliner, à s'échanger. Le mot amour est peut-être on a dit très tout fort. À l'heure qu'on avait le droit d'utiliser le mot amour. Non, on ne parle plus d'attachement, on je parle pense qu'il y a des d'amour. scientifiques qui ne seraient pas forcément d'accord avec ça. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais en tout cas, moi, je le vois un peu comme ça. Et puis, moi, ce qui m'apparaît très intéressant en entendant aussi Jessica, c'est l'empathie, en fait. Et c'est vrai qu'il y a cette empathie des animaux. Molly Koons, qui joue donc Alma dans Le Loup et le Lion, raconte quelque chose d'extraordinaire que j'ai filmé, évidemment, et qui était merveilleux, et qui montre à quel point ce loup qu'on avait sur ce film était incroyablement intelligent et partageait avec nous l'expérience qu'on vivait. Il y a une scène où effectivement Molly et le loup traversent le lac pour rejoindre cette île. Donc c'est à la fin du film, ils nagent ensemble, et évidemment le coordinateur animalier était un peu inquiet de les faire nager ensemble, en disant un animal et une comédienne dans l'eau, on ne sait pas si tout d'un coup il ne va pas venir, la griffer, enfin, sans vouloir, mais parce que... Donc ils étaient un peu séparés comme ça pour nager ensemble, pour qu'on fasse les plans. Et en fait, Paddington, qui joue le rôle de Mozart, donc le loup que vous voyez ici, il a nagé, puis il a vu que Molly était dans l'eau, avec qui connaît depuis 2 ans à ce moment-là, et avec qui il a une relation très forte. Et il est venu vers elle, il est venu la regarder. Elle dit, j'ai senti qu'il regardait si j'allais bien, et qu'il me disait, est-ce que tu vas bien? Il lui a fait un baiser, et ils sont repartis comme ça. Et donc, c'était très bouleversant, parce qu'on était tous devant à regarder ça. Et voilà, ce loup venait essayer peut-être de la sauver si elle avait besoin d'aide, parce qu'il ne comprenait pas ce qu'elle faisait dans l'eau. Voilà. Donc, il y a beaucoup de moments comme ça qui ont lieu entre les animaux et les humains. Tout le monde peut évidemment le vivre avec son animal de compagnie, mais je crois que c'est pas une histoire de compagnie ou pas compagnie, c'est juste une histoire de ce qu'on peut mettre sur les
comme fantasme ou comme a priori sur un lion, comme peur, évidemment. Que moi j'ai toujours aussi derrière ma caméra. C'est sûr que quand je vois une petite fille et un lion ensemble, que je vois tout d'un coup ils se sautent dessus, ils se roulent par terre, ils se font des câlins, je me dis mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où? Et puis bah non, parce qu'en fait voilà, c'est très fort. Mais pour confirmer ce que vous dites, Pierre Jouventin, qui est un scientifique du SNRS, un éthologue, et qui a élevé un loup chez lui à une époque où c'était encore possible, ils ont fait des expériences comme ça où sa femme faisait semblant de se noyer et la louve se jetait tout de suite dans l'eau pour la sauver, etc. Et il a prouvé notamment l'empathie chez le loup. Pour revenir quand même sur les différences, avant qu'on passe aux questions, entre le lion, qui est quand même un animal, qui est le roi des animaux, et le loup, qui a une psychologie extrêmement différente. Là, vous avez dû voir aussi quand même des différences d'attitude, d'adaptabilité, d'intelligence très fortes. C'est là où était le cauchemar du film et auquel je ne m'attendais pas du tout, puisque en fait, je n'avais pas prévu ça. Peut-être parce que je ne les connaissais pas assez bien, mais évidemment, moi, j'étais habitué à avoir fait un tournage entre humains et animaux, ce qui est finalement beaucoup plus simple, parce que comme on est sur quand même la scène est quand même jouée par l'humain, même si l'animal est là, on peut quand même un peu diriger l'humain, enfin on peut le diriger, et donc l'animal se synchronise. Mais là, quand vous filmez deux animaux aussi différents qu'un loup et un lion, effectivement, vous avez raison, le lion, roi de la nature, dans toute sa puissance, dans toute sa confiance en soi, dans toute sa force, lui, il est assez lent. On se moque toujours des lions qui dorment pendant que les femelles chassent, ce qui n'est pas vrai, mais bon, c'est un bon, il dort pas pendant qu'il envoie les femelles chasser? Il va chasser lui aussi. Il chasse pas pareil, mais non, il est plutôt actif. Mais disons, quand il fait très chaud la journée, il dort, mais les lionnes aussi. Donc c'est un animal plutôt lascif, plutôt posé, plutôt lent, alors que le loup, c'est un prédateur nerveux, très nerveux, très inquiet, très méfiant. Ando m'a toujours dit, parce qu'il connaît bien les loups, il m'a dit, tu sais Gilles, tu vas voir, mais des loups qui peuvent tourner sur un plateau, c'est extrêmement rare, extrêmement compliqué parce qu'ils ont peur, et le moindre bruit, la moindre chose les inquiète et ils s'enfuient. C'est des prédateurs évidemment qui fuient, et que donc ils sont toujours là. On a eu la chance d'en avoir un qui était en totale confiance et très heureux sur le plateau, et il m'a dit que c'était un animal exceptionnel qu'il n'avait jamais vu. Peut-être que c'est le lion qui lui a donné confiance en lui, puisqu'on est oui, parce qu'en fait, d'avoir son pote. Donc voilà, donc ça c'est vrai. Ouais. Et puis c'est vrai que le loup grandit plus vite, puisque ça c'était amusant aussi sur le tournage. Donc il est très vite devenu presque un peu le grand frère, ou presque le papa du lion, parce que un loup grandit, il est à peu près sa taille adulte en 10-12 mois, alors que le lion c'est 3 ans. Et donc, le loup est très vite devenu plus gros que le lion. Puis après, le lion l'a dépassé, évidemment, en taille. Mais c'était toujours le bébé, le lion, qui suivait toujours derrière, un peu pâteau, un peu à 2 à l'heure. Et alors que le loup est hyper rapide. Donc évidemment, quand on essaie de filmer ces deux animaux ensemble, c'est pour ça que je dis que c'était un peu un cauchemar, c'est très compliqué, parce que ce n'est pas du tout au même rythme. Extrêmement rapide, extrêmement vif. Et l'autre... Voilà, très lent. Il n'y en a jamais eu un qui a pris le dessus sur l'autre, justement, quand on parlait de rivalité tout à l'heure. Il y a une vraie amitié où il y a eu des moments où il a fallu peut-être un peu les séparer, ou je sais pas quoi, parce que justement, le loup commence à s'énerver contre la lenteur du lion, ou je sais pas quoi, non? Alors non, il revenait le loup pour voir comment allait le lion. C'était assez marrant, il partait à fond, puis il revenait. Donc ça donnait des choses. Très empathique alors. Oui, ils étaient très... Mais tous les deux, de toute façon. Quand il y en avait un, quand on tournait, comme je disais tout à l'heure, l'autre, on était obligé d'amener l'autre pour que l'animal soit content sur le plateau. Il fallait toujours qu'ils soient tous les deux. Alors qu'il y avait des scènes où ils étaient seuls. Et entre deux prises, hop, le lion, par exemple, il repartait voir le loup. Ça va, hop, il revenait. Bon, donc, comme on a des plateaux très ouverts et qu'on laissait quand même les animaux complètement libres sur le plateau, ils pouvaient le faire, hein, évidemment. Il n'y avait pas de consigne, Après, on a eu un peu des débats avec Andrew Simpson, qui connaissait évidemment moins bien les lions que moi, puisque j'avais déjà fait un film avec eux, etc. Et qui lui avait été plus inquiet. Mais au fond, et après, je crois qu'il m'a fait confiance. C'était un peu bizarre d'ailleurs, parce que ça aurait dû être l'inverse. Où je disais, mais non, parce que par moment, il disait, mais regarde, le lion chasse le loup. Je disais, mais non, il joue. Je vois bien qu'il ne les chasse pas. C'est comme ça évidemment, les lions courent après et vous sautent dessus. Mais il faisait ça aussi avec la petite fille, mais sans mettre les griffes, généralement, sans mettre les dents. Parce que ça, c'est aussi un truc extraordinaire. Parce que ça montre à quel point, finalement, ces animaux comprennent ce qu'ils font. C'est que jamais, par exemple, le lion de Mia et le lion blanc
quand il jouait avec elle, qu'il sautait dessus, etc., il mettait ses griffes. Il faisait toujours super attention à faire doucement. Par exemple, le lion qui s'appelle Thor, qui joue le rôle de Charlie dans Miel le lion blanc, Thor, toujours quand il jouait avec Kevin Richardson, qui lui est un adulte baraqué, qui a l'habitude d'être assez physique, là c'était des castagnes entre eux, ils se roulaient par terre, c'était d'une violence, mais contrôlée évidemment, hein, mais avec les enfants. Il était super doux, et donc il y avait cette adaptation quand même finalement à la réalité de ce qu'il avait en face de lui. Donc forcément une compréhension de la fragilité. Ce que disait Kevin aussi, c'est très bien là, que la peau humaine est très fragile, donc ils font très attention parce qu'entre eux, entre animaux, ils se mordent violemment. Les lions, quand ils jouent ensemble, ils ne le font pas avec les humains. Donc il y a vraiment, il y avait vraiment ça. Et donc Andrew, lui, bon, il était plus inquiet. Et puis bon, évidemment, il a vu en grandissant qu'ils étaient dans une telle relation, dans une telle complicité qu'au bout d'un moment, effectivement, il disait plus ça. Et je voyais bien qu'il n'y avait pas d'agressivité. Mais évidemment, c'est des animaux qui jouent fort quand ils jouent. Hein. Et maintenant, il a un lion qui joue comme un loup, hein. C'est ça, et qui Enfin, joue avec les branches et qui creuse des trous. Donc. Avant qu'on passe aux questions dans la salle, il faut que vous nous parliez de votre projet, parce que déjà, et que je vous remercie, parce que normalement, vous êtes au Mexique en ce moment pour tourner votre prochain film, donc merci d'être là. Bah, je suis rentré avant-hier du Mexique. C'est trop chouette que vous soyez là. Donc, quel est ce projet qui est encore un projet avec un fauve? Racontez-nous. Oui, bah alors évidemment, bon, on est dans cette dynamique de finalement de raconter des histoires pour toucher le maximum de gens. Et c'est vrai que se servir, entre guillemets, des animaux permettent de raconter des choses sur l'humain qu'on peut faire plus facilement pour partager ces messages. Donc évidemment, le fond des films, ce qu'on essaie de raconter, même si on le simplifie beaucoup et qu'on fait des films qu'un enfant de 5 ans peut regarder, parce que c'est ça aussi notre objectif, c'est ça aussi qui est assez extraordinaire. Je fais juste une petite parenthèse, c'est que on a beaucoup d'enfants, puisque moi je fais beaucoup de projections d'enfants même qui viennent pour la première fois au cinéma pour voir nos films, et donc c'est quand même une grande responsabilité aussi de ce que l'on raconte, et je pense qu'ils se souviendront toute leur vie de ce petit lion et de ce petit loup et des choses qu'ils portent, évidemment. Donc, évidemment, quelque chose qui nous paraît aussi aujourd'hui fondamental à raconter et qui est un des enjeux capitaux du monde qui vient, du monde de demain, c'est cette forêt amazonienne qui est en voie de disparition, qui est massacrée, et le symbole, évidemment, de cette forêt qui est le jaguar, qui lui aussi est très menacé maintenant dans cette forêt. Il en reste encore? Il en reste, oui, bien sûr. Même en Guyane, c'est comme les loups ici, ils les tirent, les jaguars, parce qu'ils viennent attaquer les chiens, etc. Donc il y en a, mais c'est quand même c'est que la forêt est quand même en train de disparaître, tout l'écosystème. Et surtout, que peu de gens savent, peut-être que certains le savent ici, c'est que le trafic des animaux est le 4e trafic au monde. Et que c'est un trafic gigantesque, donc c'est pas un petit truc. C'est quelque chose d'énorme, et notamment en Amérique latine. Ça génère des milliards de dollars, des mafias gigantesques, qui derrière ça font aussi du trafic d'armes et du trafic de drogue. Donc derrière le trafic humain de drogue et d'armes, il y a le trafic des animaux. Et donc le film c'est le 3e. Voilà. C'est le 4e. Ah bon? C'est le 3e, vous dites? Dire que c'était le 3e. Moi. Bon, alors peut-être qu'ils ont gagné une place, ce qui est dommage. À vérifier. Pour moi, en tout cas, oui, je crois qu'en argent, ça doit être le 3e, et on ne sais pas quoi. Enfin, bon, en tout cas, c'est pas très bon. C'est passé devant la prostitution. C'est plus rentable que la prostitution. Ok. Donc, pardon, je vous ai coupé. Non, mais donc on va traiter de ces problématiques-là à travers évidemment une histoire qui est une comédie et qui met en scène une petite américaine qui va essayer de sauver son jaguar qui va disparaître et qui va être le dernier jaguar d'une région où elle a habité quand elle était petite, avec ses parents qui avaient un refuge. La maman a été assassinée par des braconniers et des trafiquants d'animaux. Donc ils sont revenus à la ville. C'est un peu une petite Mowgli ou une petite Tipi pour ceux qui ont connu cette petite fille il y a une vingtaine d'années. Et elle va essayer d'aller sauver ce jaguar. C'est une comédie d'aventure, mais qui traite effectivement de ces messages-là en essayant de mobiliser les gens sur quelque chose qui ennuie beaucoup. On va dire que la forêt amazonienne est en train de disparaître, que le monde va dans le mur, etc. C'est des choses que les gens n'ont pas forcément envie d'entendre. Et si on essaie de raconter des histoires un peu rigolotes et que derrière ça met des petites graines, c'est ce qu'on essaie de faire modestement. A priori, il devrait sortir quand?
Alors j'ai démarré le tournage là, je suis revenu, ça fait 3 semaines que je suis là-bas et on a démarré le premier bloc de tournage, parce que nous on tourne sur le très long terme, donc on est au tout début de l'aventure, mais le film, vous devriez le voir d'ici 2 ans. Et vous avez déjà le nom ou pas encore? Pour l'instant, ça s'appelle Le Dernier Jaguar. D'accord. Et là, c'est pareil, vous allez avoir des jaguars bébés, vous allez avoir un petit peu les mêmes conditions de tournage, même solution, les fait en petit, tout bébé pour qu'il s'habitue au tournage, etc. Exactement, oui, c'est un peu le même principe. D'accord. Bon, là, disons que la partie animalière est un peu moins importante dans le film. C'est plutôt l'aventure de la petite fille avec, bon, pour tout vous dire, avec sa prof, en fait, qui essaie de l'empêcher de partir et qui se trouve prise dans... C'est un peu... Voilà, une aventure un peu rigolote. Bon. Mais oui, il y a un beau jaguar magnifique, voilà, qui pour l'instant est un petit bébé. Bon, on vous donne rendez-vous dans 2 ans pour venir j'espère, nous raconter ça. On fait une Merci avant-première. infiniment. Alors, avant qu'on aille dédicacer les livres, on a un petit peu de temps pour des questions. Alors, on va vous donner le micro. Bonjour, merci pour votre intervention. J'ai une petite question sur, comme vous évoquiez, votre volonté de faire de la pédagogie, de changer un peu les relations entre les animaux et les humains. Est-ce que vos acteurs, par exemple, qui ont joué dans ces films, ont eu des comportements différents après le tournage, une sensibilité qui s'est développée, etc. Alors, évidemment, ça change, hein, évidemment, de passer autant de temps avec ces animaux-là, ça change tout le monde, aussi bien les acteurs que l'équipe. Après, le processus de casting, pour parler plus précisément des acteurs, m'oblige quand même à aller chercher des actrices ou des acteurs qui sont déjà sensibles à la cause animale, qui sont déjà militants de ces problématiques-là, parce que ceux qui s'y intéressent pas du tout n'auront pas du tout envie d'interagir, évidemment, avec des fauves, et plaquent souvent beaucoup de choses monstrueuses sur ces animaux qui sont très incompris et qui font peur à la majorité des gens, évidemment. Bon, évidemment, à juste titre par moment, hein, on ne va pas non plus aller se confronter à un lion adulte, mais ce que je veux dire, c'est que ça va au-delà de la réalité de ce que sont ces animaux. Donc, généralement, Dania de Villiers, par exemple, qui a joué le rôle de Mia, était une petite fille totalement amoureuse des animaux, avec des parents déjà très, très militants de la cause animale. Donc, forcément, on entre forcément dans des gens qui sont capables de faire un tel... de donner tellement, puisqu'elle a passé 3 ans, elle a déménagé, elle est venue s'installer avec sa famille là où était le lion, elle le voyait tous les jours. C'était aussi une histoire vraiment de courage, parce qu'il fallait rentrer face au lion avec tout ce qu'on peut avoir comme... Voilà, donc c'est des gens extrêmement forts pour pouvoir faire ça, donc c'est déjà forcément des gens qui sont... Bon, après, évidemment, ça a changé sa vie de devenir amie avec des lions. Elle est devenue ambassadrice de la cause animale, etc. Enfin bon, voilà. Molly, c'est pareil, évidemment. Elle l'a un peu moins fait, évidemment, c'était moins engagé. Mais elle aussi, il fallait forcément qu'elle soit déjà dans quelque chose, dans l'amour de la nature et des animaux pour entrer dans ce processus. Les actrices qui se foutent des animaux ou qui n'ont pas du tout d'intérêt me disent d'emblée non, évidemment. Oui, bon, on comprend. Hein. Si vous n'êtes pas fan, tourner avec un lion, c'est pas évident. Alors, est-ce qu'on a une question ? Oui. Alors, des questions à distance, mais avant les 2 questions à poser à Monsieur Gilles Demestre, il y a 2 remarques en faveur de son travail. La première, belle métaphore avec ces 2 animaux méconnus en scène pour la sensibilisation à la protection animale et à la nature en finale. La deuxième remarque, ces films ont passionné mes petits-enfants et certainement contribué à leur mobilisation pour les respecter et les protéger. Première question. C'est votre but, parfait. Bonjour, quels sont les comportements des animaux qui vous ont les plus intrigués et laissé perplexe? Deuxième question, est-ce qu'au cours de ces tournages, M. Gilles Demestre a parfois recours à un interprète animalier appelé aussi communicant animalier? Alors d'abord, merci pour les deux premières remarques. Je voudrais aussi préciser sur cette histoire d'utilisation des animaux, parce que c'est aussi important
je sais que tout le monde est très sensible ici à la cause animale, c'est qu'évidemment, on s'est fixé aussi comme règle avec Prune de n'utiliser les animaux dans nos films que pour défendre des causes dont ils sont victimes. Alors évidemment, c'est peut-être leur donner plus d'intelligence qu'ils n'en ont, enfin nous on espère en tout cas, que d'être les porte-parole en fait des choses dont ils sont victimes peut peut-être aussi, voilà, quelque part les nourrir. En tout cas, on croit ça aussi, que c'est important que les animaux puissent être des porte-parole des drames que vivent leurs congénères. Alors, je ne fais pas appel à des comportementalistes, à des communicants animaliers, parce que je sais qu'il y en a beaucoup et que c'est même très à la mode maintenant d'ailleurs, d'essayer de communiquer avec son chien ou son chat, puisque évidemment les gens qui s'occupent des animaux comme Kevin Richardson sont évidemment des grands spécialistes déjà à la base de cette communication avec les animaux. Andrew pareil, même s'il connaît un peu moins les lions, mais évidemment ils ont des connaissances, d'expérience de 20 ou 30 années de travail autour des relations qu'ils ont eux en vrai avec cette telle ou telle espèce, et que donc la capacité de Kevin à décoder très en amont les comportements des lions, par exemple, mais aussi parce qu'il a des hyènes, il a des panthères, est assez incroyable. Donc, effectivement, j'ai pas pensé, mais je trouve que c'est évidemment passionnant et c'est quelque chose qui pourrait être utile et qui le sera sûrement dans un des prochains films, puisqu'on développe beaucoup de films avec Prune, un des prochains films qu'on va faire, qui est directement, je ne peux pas trop vous parler là, mais qui est un projet assez incroyable, qui va nous prendre 5 ans de tournage, et qui est un projet directement lié à la communication directe avec les animaux, pas par la parole, mais par un genre de parole. Donc on va travailler sur ça. Donc je pense qu'évidemment tout ça vous intéressera là de voir le film, parce que ce sera une expérience assez folle, mais que vous verrez dans quelques temps. Une autre petite dernière question. Oui, bonjour. Bravo pour vos films. Juste une question, au risque de dire une bêtise. Pour moi, j'imagine qu'un lion, ça vit dans des pays chauds et un loup plutôt dans des pays froids, ou du moins supporte très bien le froid. D'ailleurs, vous avez dit que le lion qui a été recueilli, il avait une pièce chauffée. Est-ce que cet élément-là a été pris en compte, a posé problème ou pas du tout? Alors, bon, comme je vous ai dit, ce sont des animaux qui viennent du Canada à la base, puisqu'on a tourné au Canada le film, et que donc il y a énormément, évidemment, de lions, de panthères, de jaguars, de tout ce que vous voulez, qui naissent dans ces élevages un peu partout, évidemment, et notamment au Canada, donc qui sont depuis des générations, puisque ce sont des animaux d'élevage de génération en génération dans des pays froids. Donc les lions développent une fourrure plus importante, mais ils supportent très bien le froid. D'ailleurs, il y a quelques milliers d'années, il y avait des lions des cavernes, et les lions étaient dans les pays du Nord. Bon, les loups, évidemment, sont adaptés au froid, ça c'est sûr. Mais bon, là où habite Andrew, c'est-à-dire près de Calgary, ça peut descendre à moins 30, moins 40. Donc là, c'est évidemment des froids très extrêmes, et c'est pour ça qu'ils ont des maisons chauffées, des enclos chauffés. Mais pour les loups aussi, hein, qui ne restent pas forcément dehors à moins 40. Ils pourraient dans la nature, mais là, bon, évidemment, ils ont quand même froid. Donc voilà, donc ils sont très adaptés en fait à ce climat. Et d'ailleurs, si vous allez vous balader je pense vous ferez pas forcément dans les zoos nord-américains ou canadiens, vous allez voir sous la neige des animaux qui sont des animaux exotiques qui viennent des pays chauds, qui sont là, pas forcément très heureux parce qu'ils sont derrière des cages, mais pas à cause du froid, je crois. Bon, je vous remercie énormément parce que c'était un témoignage tout à fait passionnant. Je pense que Gilles Demestre mérite beaucoup d'applaudissements. Ah, merci, c'est gentil. Merci.